J'aimerais ça moi aussi vivre dans un monde de belles licornes et d'arc-en-ciel. Mais je me suis souvent fait avoir dans ma vie. C'est ce qui a fait ce que je suis. Un gars limite méfiant qui remet tout en question. Lorsque j'ai vu ces séquences, De les convaincre, mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination, Ils sont extrémistes. qui ne croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit... 19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. J'ai pris le vaccin danse. Le vaccin danse? Trop bonne idée! Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus. Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. Tant que nos enfants se créent de nouveaux souvenirs. Avec des amis, de la famille, avec leurs coéquipiers, avec leurs camarades de classe. La vaccination contre la COVID-19 peut aider les enfants à redevenir des enfants. Many of us are frustrated with the nearly 80 million Americans who are still not vaccinated, even though the vaccine is safe, effective, and free. bon, si je me mets dans la tête du monde, c'est sûr que je me dis, si je veux redevenir libre, ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peu importe, il doit me manquer quelque chose. Je dois m'ennuyer d'aller au restaurant, je dois m'ennuyer de sortir pas de masque, je dois m'ennuyer de jouer au soccer avec mes amis. Donc, je vais le faire. Ils semblent sûrs de leur affaire pour affirmer des choses comme ça. Et c'est là que je vais vous montrer certaines des dernières informations qui sont devenues disponibles à partir de requêtes d'accès à l'information aux États-Unis. Premièrement, le gouvernement américain a mis en place ce qu'on appelle un Data and Safety Monitoring of COVID-19 Vaccine Trial, donc c'est le DSMB, pour en fait s'assurer que tout se passe bien au niveau de la sécurité ainsi que comment que l'étude se déroule. Donc, c'est sûr que lorsqu'on voit ça, on se dit, bon, ils vont choisir des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Grâce à une requête d'accès à l'information déposée par l'avocat Aaron Siri du groupe ICANN aux États-Unis, on a réussi à obtenir, durant l'étude, en fait, leur nom était protégé pour éviter qu'ils subissent des influences extérieures. OK? Mais une fois que le vaccin est, si on veut, approuvé, après ça, grâce à une requête d'accès à l'information, le gouvernement n'a pas le choix que de remettre les noms, la liste des personnes qui faisaient partie de ce comité-là, si on veut, là, qui devait superviser de façon indépendante l'étude de Pfizer pour permettre la vaccination. Donc, c'est sûr qu'en voyant ces noms-là, a priori, on se dit, OK, d'accord. Et si on cherche un petit peu sur qui sont ces personnes, ça peut être intéressant. Nous avons ici Catherine Edwards, qui, en fait, avant d'avoir ce rôle, servait comme Scientific Advisor pour à peu près toutes les compagnies pharmaceutiques imaginables, ainsi que Pfizer. Nous avons ici des avertissements dans des études, là, comme quoi que Dr. Edwards, en fait, était consultante pour les compagnies pharmaceutiques, donc c'est des potentiels conflits d'intérêts. C'est normal dans les études de retrouver ce genre de mention-là. Par contre, lorsqu'on veut établir de façon indépendante la sécurité et sur un vaccin qui va être distribué sur la population entière, c'est gênant. Ensuite, on a Dr. Robert Belshie qui semble avoir, c'est pas lui qui a reçu 2,5 millions, mais il fait partie de beaucoup de médecins en fait de Saint-Louis qui ont reçu énormément d'argent des compagnies pharmaceutiques. Ça aussi, c'est un petit peu gênant qu'il fasse partie du groupe là, qui doit approuver, en fait, qui doit, non pas approuver, qui doit monitorer de façon indépendante l'étude Pfizer. On voit ici dans une autre étude là, qui est financée par plusieurs pharma que Dr. Belch est là-dedans aussi. Et nous avons également Dr. Lawrence Stanberry qui travaille sur des projets pour Pfizer. Donc, c'est des gens, tu sais, c'est un peu bizarre parce que dans un comité aussi important que ça, comment est-ce possible avec tous les médecins qu'il y a dans le monde et les experts qu'il y a dans le monde qu'on ne puisse pas choisir des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec Pfizer? Comment est-ce possible? Expliquez-moi ça. Ensuite, on va s'en aller du côté du CDC directement sur leur page web avec tous les beaux faits qui nous affichent les gouvernements, des facts. C'est des faits. Donc, Aaron Siri, encore une fois, a pris le soin de demander au CDC, en utilisant leurs propres termes de
de leur donner tout document démontrant comment ils peuvent affirmer ces faits-là. Comme de quoi que les vaccins vecteur viral COVID-19 ne peuvent pas interagir ni affecter votre ADN d'aucune façon, que le matériel génétique délivré par le vecteur viral ne peut pas intégrer l'ADN d'une personne, et comme quoi que les vaccins COVID-19 ARN messager ne peuvent pas interagir ou affecter d'aucune façon votre ADN. Et la dernière affirmation comme quoi que l'ARN messager ne pénètre jamais dans le noyau de la cellule où le matériel génétique est conservé. Et voici la réponse de la CDC. Une recherche dans nos dossiers n'a révélé aucun document relatif à votre demande. Pardon? C'est dans ce temps-là que je me permets un what the fuck. Et Aaron Siri, après ça, a demandé tout document reflétant les cas confirmés des enfants de moins de 12 ans jusqu'à 15 ans qui sont morts de la COVID-19. Et il a demandé ça pour plusieurs groupes d'âge parce qu'en fait, aux États-Unis, le challenge, c'est que le gouvernement veut faire en sorte que des enfants de 11 ans et plus puissent décider sans même que leurs parents soient au courant de se faire vacciner. Donc, c'était le but de la demande pour savoir, en fait, si la campagne de peur que le gouvernement fait à la télé, c'est quoi les données relativement à ça. Et encore une fois, le NCHS qui répond qu'ils n'ont pas conduit aucune analyse pour ces groupes d'âge, donc ils ne sont pas capables de fournir ces données-là. OK. Le CDC répond qu'ils n'ont pas de données, mais quelques jours plus tard, en fait 8 jours plus tard, ça sort dans les médias comme quoi qu'ils ont retiré 24% de leurs décès des jeunes COVID-19 chez les jeunes, mais on ne sait pas les groupes d'âge et on ne sait pas si c'est des cas confirmés, en fait. C'est présumé, habituellement. Là, Donc, ce que ça fait, c'est qu'aux États-Unis, pour une population de jeunes, lorsqu'on parle de jeunes, c'est de moins de 18 ans, de 75 millions, je crois, qu'ils sont aux États-Unis. On a passé de 1755 décès COVID-19 à 1339. Ils ont retiré en fait 23,7% des décès présumés COVID-19 chez les jeunes. Et pour finir, ils ont répondu la même chose en fait pour les autres groupes d'âge de 12 à 15 ans, de 11 à 15 ans, peu importe le groupe d'âge. Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas conduit d'analyse pour ces groupes d'âge-là, donc ils ne peuvent pas fournir les données. Ce qui est étonnant parce qu'à la télé, lorsqu'on voit les Jen Psaki et Biden qui font peur au monde en disant que les enfants sont en danger d'être hospitalisés, de mourir de la COVID, mais la CDC ne semble même pas avoir ces données-là. Ça nous amène à nous demander toutes ces affirmations qu'ils font à la télé ou dans leur publicité. Est-ce qu'ils ont la moindre science pour la baquer? Ou ils font juste mentir, ou ils font juste nous cacher l'information? C'est incroyable. Bref, ça nous amène à se poser beaucoup de questions. Et avec raison. Merci à The iWire, l'édition du 24 mars, pour tout ce contenu exclusif.